Alors, très bien. Donc tout d'abord, je tiens à saluer l'arrivée de Pascal Acadebé, donc dans son premier conseil municipal. Donc Pascal, qui nous vient tout droit de la commune de Buire, et donc qui est arrivé tout début novembre. Le 1er novembre. Voilà. Donc bienvenue à toi, Pascal. Merci à tous. Et donc il y a donc un tuilage qui se fait maintenant depuis le 1er novembre avec Xavier. Et moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que ça s'est très très bien passé. Ça fonctionne très bien. Xavier, je pense. Et puis c'est vrai que tu as été quand même facilitateur, il faut quand même le dire, avec Pascal, où il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Parfois, c'est pas forcément des situations qui sont évidentes, c'est vrai, il faut le dire. Et je trouve que ça s'est très très bien passé. Et donc, je te remercie aussi, Xavier, parce que je pense qu'effectivement, tu as apporté aussi tout ce que tu pouvais apporter, je pense, à Pascal sur la connaissance des différents dossiers et puis un peu du modèle de fonctionnement, etc. Même si après... Je lui rends un peu l'ennui de sa pièce parce que pendant un moment, c'était mon professeur. Non, c'est mon élève. Voilà, très bien. Donc, alors, sans plus attendre, on va pouvoir débuter, alors, donc, notamment donc, sur les tarifs 2021. Donc, alors, qui sont les tarifs 2021, notamment au niveau donc, des salles des fêtes, et puis donc, qui prend notamment l'évolution du tarif d'application de 0,2%, ce qui ne représente pas une chose énorme, mais qui est un minimum par rapport au coût de l'inflation. Donc, je vais laisser Pascal donc, présenter les différents points. Donc la délibération que nous avons à prendre ce soir comporte les différents points, les différents tarifs que nous appliquons sur les différents matériels. Donc il y a notamment la location de la salle des fêtes. Donc pour le moment, le prix de la location c'était 303 € pour une location qui prévoit donc la vaisselle en même temps, tout le week-end. Donc si on applique le pourcentage de hausse de 0,2%, ça représente de passer le prix de 303 € à 304 €. Donc voilà. Ensuite, au niveau du vin d'honneur et de la réunion privée, par contre, là, ça ne bougerait pas, puisque 112 €, si on applique 0,2% de hausse, ça fait quelques centimes. Donc on voit bien que l'augmentation, elle est marginale. Donc on listera et ensuite on passera au vote. Pour cette partie-là, au niveau de la salle des fêtes, je soumets à votre volonté et suggestion. Donc la salle des fêtes, il y a quelques années, elle était donc à 50% pour les habitants de Mondrepuis. Voilà, elle était à 50% pour les habitants de Mondrepuis. Donc ce à quoi effectivement il semblerait que par le passé il y ait eu des abus, voilà, de personnes qui n'étaient pas vraiment de Mondrepuis, qui la prenaient, etc., qui bénéficiaient des 50%. Donc toujours est-il qu'effectivement, moi personnellement, je trouve qu'effectivement ça pénalise quand même, toujours la même chose, ça pénalise les habitants de Mondrepuis et puis ceux qui effectivement pourraient bénéficier de 50% l'allocation de la salle, chose qui n'est pas extraordinaire parce que dans beaucoup de communes, c'est comme ça que ça se pratique. Donc moi, je serais d'avis de vous proposer de repartir sur un système qui existait auparavant, de partir sur 50% du prix de location aux habitants de Mondrepuis, sachant que par rapport à ça, il y a quand même de garde-fous, parce qu'il ne faut pas retomber aussi dans des travers qu'on a pu connaître. Alors après, j'attends aussi vos suggestions, le cas échéant. C'est effectivement, si on partirait sur 50% du tarif pour les Mondrepuisiens, il faudrait quand même que la personne cite l'objet, elle loue la salle pour un mariage, pour un communion, voilà, et voilà, pour qu'on puisse quand même identifier que c'est bien la personne qui en bénéficie. Et puis aussi mettre une sorte de commission qui se réserve le droit, si effectivement on s'aperçoit qu'il y a eu de l'abus, d'annuler ces 50%. Voilà. Mais là, je dirais, c'est vraiment dans un cas extrême. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire bénéficier aux Mondrepuisiens de l'allocation de la salle des fêtes à hauteur de 50% du prix, comme ça a existé par le passé. Voilà. Alors après, il faut que ce soit très cadré. Voilà. C'est-à-dire s'il y a une attestation d'assurance à produire, il faut que l'attestation d'assurance, elle soit de la personne qui habite Mondrepuis et qui vient louer la salle, que cette même personne,
signe le chèque de caution, que cette même personne se présente personnellement à l'état des lieux d'entrée et à la remise et à l'état des lieux de sortie. Et, Qu'elle je soit pense- présente à la. et qu'elle soit, bien évidemment. Elle est censée être présente. Donc voilà, ça fait partie du cadre. Après, on ne peut pas vérifier sa présence, mais Oui, ça mais fait bon. partie du cadre. S'il y a un souci, au moins, on tombe sur la personne qui est de bon repli. Après, mais effectivement, il faut, si on fait un tarif à 50%, il faut que ce soit super cadré, puisqu'apparemment, avant, il y a eu l'abus. Donc c'est pour ça que les prix ont remonté à plein pot pour tout le monde. Si c'est bien cadré, bien géré, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Faut peut-être limiter le nombre de locations de salles, une par foyer, puis c'est tout. Hein. Aussi. Voilà, comme ça, C'est- dans l'année, on c'est n'en une fait solution. pas des tonnes. Hein. Après, une location, Tout à fait. Bien sûr. au moins, c'est... Tout à fait. L'objectif, c'est que l'objectif, c'est bien celui-là, c'est que les Montrepuisiens, dans leur cérémonie, leur fête familiale, etc., puissent utiliser la salle et l'avoir à 50%. Donc après, dans ce cas-là, on pourra faire une liste, effectivement, voilà. Parce qu'après, sinon, on retombe dans un travers où on est plutôt sur de la sous-location que disait Francesco. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir en faire bénéficier les Montrepuisiens. Voilà. Par foyer, comme disait Eric. C'est le cadre qu'il faut poser. Ouais. Si c'est bien cadré, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. D'accord, très bien. Avec une liste d'événements bien précis. Ouais. Mariage, Cadré. Ouais. Pour les associations avaient le droit jusque maintenant à la salle une fois par an gratuitement, je pense, c'est ça? Je me trompe? Deux fois par an. On est d'accord, on reste dans le local. C'est 2 fois par an et c'est gratuit, c'est À les offert. extérieurs, elle paye. à l'extérieur, c'est À l'exception des lotos. Oui. C'est un peu, voilà. Ça, peut-être qu'on pourra pouvoir le réviser aussi. Ouais, mais si elle n'est pas mon recul, aussi. Parce que l'association elle a pour principe de faire vivre le village. Donc, si c'est pour la pénaliser en lui faisant payer la salle systématiquement, il y a peut-être deux poids, deux mesures, quoi. Peut-être que de passer de une, passer à deux, ou enfin. Après, Après, il faut voir sur l'usage, mais après, peut-être de l'augmenter d'une salle déjà cette année. C'est-à-dire que, alors d'aujourd'hui, Xavier, on a combien? C'est il me semble que c'est 2 salles, c'est 2 fois offert. Alors, si je peux me permettre, par expérience, donc je vais revenir un petit peu sur les locations que vous voulez faire. Bon, on a eu souvent le cas de personnes qui offrent la salle en cadeau. Donc, par exemple, pour un mariage. Donc, c'est une personne, par exemple, de d'Hirson ou de Fourmi, qui dit, moi, je vais offrir la salle pour le mariage de Raquel qui habite à Montrepuis. ça faut plus faire. Alors, comment? Non, mais j'ai dit ça, faut plus faire. Ah non, mais comment peut-on le savoir? Et alors, Est-ce qu'on peut refuser un cadeau de Non, mariage? mais attends. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est par exemple habite Tierson et Il y aura offre la salle de Qui offre la Montrepuis salle à quelqu'un qui habite Montrepuis. à quelqu'un qui va se marier? Il paiera plein. Ah non, c'est quelqu'un de Montrepuis qui se marie à Montrepuis, mais Donc, par exemple le parrain ou la marraine veut offrir le cadeau. S'il a mis Pierson, et c'est un Je me permets. Après, il y a la Je me personne permets. qui se marie, Si les gens sont de Montrepuis, c'est un ah extérieur. ben, il offre le cadeau, mais les gens de Montrepuis payent. Puis l'autre, il rembourse. Il faut être intelligent. Pour... Il achète, Voilà. il lui offre 150 € le prix de la salle. Voilà. Enfin, c'est arrivé. Ouais, je comprends. C'était Voilà, simplement voilà. pour dire ça, Ouais. parce que ça peut arriver. Et donc après, au niveau des associations, il y avait donc deux locations gratuites, hors loto. Parce que les lotos, ça n'a pas de but lucratif, quoi. 2 locations offertes par association. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors donc la question qui a été posée pour les associations, est-ce que dans ce cas-là, on rajoute une journée supplémentaire pour les associations? Non, mais après, il faut essayer. Enfin, après, Moi, je suis plutôt pour, Toi, parce tu que es pour pour. moi, la bande Ouais. associative fait vivre quelque part un peu le village, donc il faut les encourager. Enfin, voilà, après. Une de plus, ça. Pas de revenir. Une association qui fait un loto, qui fait un repas, elle gagne de l'argent. Voilà. Donc si elle n'est pas capable de payer 150 € de location, pour moi, je trouve pas ça Ouais, normal mais parce qu'elle le n'est pas là but du pour repas- gagner de l'argent. Le but du bénéfice du repas, c'est quand même de faire Ah oui, vivre Ouais, mais pour moi, l'association du village, elle est là pour faire vivre le village aussi, quelque part. une Le bénéfice qu'elle va tirer du une repas, association, c'est pour, je vais pas dire que c'est pour après, quand tu as des bénéfices, c'est pour un peu plus ou moins distribuer et faire vivre un peu les gens du village. Ouais. Tu crées après un événement, tu les fais gratuits, tu fais venir, ok. Donc, mais quand tu fais un repas pour puis gagner de l'argent derrière, et puis si tu fais rien, bah moi je trouve que c'est pas très logique. après
Après, les Parce que associations, t'as quelques associations qui font ça. après un repas, mais bon. Moi, comme, pas tout à fait, mais quelle est la différence entre un repas ou un loto? Parce qu'un loto, tu gagnes de l'argent et un repas aussi, par exemple. Ah, mais il a raison, Eric. Si Alors, l'association. Pas payer l'association, je ne sais pas trop. Moi, je sais pas forcément. Si l'association fait quelque chose dans la commune, par exemple dans une randonnée, où ils offrent à l'école, où ils font à la fête, ils participent, et c'est vrai que si l'association fait un loto ou autre chose, ou un sport, ils gagnent de l'argent, et ils font rien pour la commune. C'est un peu, je trouve que Ou alors tu fais un tarif de 50 euros sur la location pour un loto ou pour un repas. Voilà, déjà la même réflexion pour les gens qui font la fête, que la subvention est un peu plus élevée. Parce que Frédéric, je crois qu'il va avoir compris ce que je me tiens. Je veux dire que, en fait, si on fait ça à tout le monde, on va se retrouver sans avoir une location pour la commune. Après, c'est l'association. qui utilise les deux fois. Ouais, nous on l'utilise plus que 2 fois, mais sur des manifestations, pour le foyer rural, on est perdant. La location, on est déficitaire. Tu vois, la soirée Beaujolais, en fait, on le fait pour dire de faire une animation, mais on est perdant. Après, il faudrait que l'association elle démontre. Ouais, c'est ça. Parce que, je comprends ce que tu dis, Sébastien, par rapport à l'association, et que le but de l'association, dans son but premier, c'est de pouvoir apporter une offre de service donc, et puis d'animation au village. Mais après, c'est vrai que ce que tu dis, Eric, aussi, je ne sais pas trop, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a des associations qui peuvent en profiter. Et ce que dit Francesco aussi. Alors par contre, est-ce que, alors après, je dis ça, est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas trouver, est-ce que c'est pour la salle qui est louée de façon supplémentaire, c'est une manifestation qui, alors j'essaie de trouver mais une manifestation qui est en lien avec la commune, tu vois. Parce que là, on est vraiment dans l'aspect et je pense que le lien, de toute façon, on le trouvera forcément très rapidement si c'est vraiment un but qui a un but et en lien avec la commune. Et c'est vrai que si on prend l'exemple du loto, c'est la façon la plus facile pour une association de gagner de l'argent, ça c'est certain, hein, et qu'il n'y a pas une véritable animation pour la commune, parce que 9 fois sur 10, les lotos, c'est 90 ou 95% des gens qui viennent à 30 km à la ronde et qui viennent faire le loto. Ça, c'est une réalité. Dire la salle, on la paye pas parce que c'est un loto, bah voilà. Ah oui, voilà. Tu vois, tu peux avoir. Et toi, tu vas la payer 300 balles parce que tu as Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est mon avis. Il faut voir effectivement les assos qui réinvestissent dans le village. Ouais, c'est qu'ils apportent quelque chose. Ouais, mais c'est suivant la manifestation qu'ils font. Ouais, tout à fait. Si c'est une manifestation qui n'a pas d'intérêt spécifique d'animation pour le village au sens premier du terme, dans ce cas-là, c'est la règle classique qui s'applique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de préférence, hein. C'est le premier arrivé, le premier servi. Ouais. Hein. C'est pas comme dans certaines communes où on se réunit en commission et 6 mois avant on dit tu l'auras ou tu ne l'auras pas. C'est pas évident pour des gens qui font un mariage, qui organisent un mariage, 3 mois ou 6 mois avant de dire bah non, je n'aurai pas la salle. Oui, mais ça s'appliquera toujours comme ça. Hein. Oui, mais dans certaines communes ça se Ah oui, faisait. oui. Et ça s'est fait, D'accord. et ça s'est fait ici aussi pendant un moment. Une question par rapport à ce que tu disais, le premier qui arrive, les premiers servis. On avait fait la demande, par exemple, au précédent mandat, le week-end de Pâques, par exemple, que la salle soit bloquée et pas louée, parce que la commune organisait en général quelque chose à Pâques. Ce qui a été le problème, il y a eu des fois, il y a eu un Pâques et du coup on s'est retrouvé sans salle alors qu'il pleuvait, alors qu'il fallait organiser, voilà, sur des petites choses comme ça, tu vois. Que certains week-ends, il y a des choses. Oui, mais ça sur ces aspects-là, oui. Après, si on le sait bien à l'avance, mais c'est vraiment un cas particulier, c'est pas. Voilà, non, il faudra déjà, ouais. Mais ça, dans ce cas-là, il faut jalonner le calendrier. Ça se fait déjà. Ça se hein. fait déjà à la réunion des associations. Le calendrier des fêtes, on a des dates bloquées tous les Il y a ans. eu des couacs. Ouais, mais après, ouais. Moi, je pense que l'idée d'avoir des gens d'une commission qui déjà Faut mettre en font un place. cadre, Ouais. qui nous propose, Il faut. qui propose à l'Assemblée, puis on dit oui, le cadre il est bon pour ceci, cela. Il gère les problèmes qu'il va y avoir pour la salle des fêtes. Il faut une commission qui puisse travailler sur le cadre, le nouveau cadre qu'on va mettre en place, et qu'elle puisse le proposer. Pour les Derrière, associations, on pour conseille. ceci, je suis Il d'accord faut avec une commission, Sébastien. il faut cadrer le truc et il faut que ce soit une commission qui le fasse. Alors, on va dire la commission des fêtes va réfléchir
pour l'aspect de règlement pour les associations, voilà ce qu'elle propose. Par contre, pour l'aspect particulier des particuliers, ça sera différent, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est 50% pour les personnes qui habitent Pont-de-Repuy, Voilà. avec les différents garde-fous qu'on a fait. Voilà. Hein, on ne va pas refaire une commission pour ça. Non. Oui. Ok. On est d'accord pour ça, Pascal? Donc on va enchaîner sur le deuxième point qui concerne le tarif des concessions aux cimetières. Donc pour le moment, il y a deux types de concessions. Les perpétuelles qui coûtent 93 €, dont un tiers est reversé au CCAS. Donc c'est à peu près le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on applique la hausse de 0,2%, ça fera un écart de quelques centimes. Et donc il y a les concessions temporaires ou trentenaires, donc pour une durée un peu plus limitée, donc c'est 63 €. Le troisième point, c'est la révision du tarif du columbarium. Pour le coup, là, il y a trois lignes différentes. Il y a une durée de 10 ans et qui voit appliquer un tarif de 214 €. Un tarif de 20 ans qui, là, est au coût de 425 €. Donc là, si on applique un peu la hausse, ça ferait passer le prix à 426. Et un tarif pour 30 ans, pardon, et le tarif est de 639 €. Pareil, ça fera 1 € d'augmentation à 640 si on applique la hausse de 0,2%. Le quatrième point, par contre, c'est un tarif qui n'est plus trop utilisé. En fait, c'est la délivrance des copies d'actes d'état civil de plus de 75 ans. Donc ça existait depuis pas mal d'années en commune, mais ce n'est plus utilisé depuis au moins 5 à 6 ans, je crois. Donc il y avait un tarif de 2,55 € par acte. Mais bon, donc on ne s'en sert plus du tout. Le cinquième point concerne le tarif des photocopies. Donc la photocopie est au tarif de 0,20 centimes d'euros et c'est le maximum de ce qui peut être légalement proposé. Donc c'est un tarif qui date du 1er janvier 2002. Donc pareil, si on applique une hausse, ça serait dérisoire, mais on est bloqué. Il y a un tarif également pour le prix des télécopies, avec un tarif qui s'applique au nombre de pages, les fax. Donc si on fait 1 à 5 pages, c'est 0,50 centimes. 6 à 10 pages, c'est 1 €. Et au-delà des 10 pages, c'est 1,50 €. C'est un tarif qui date du 1er janvier 2003. Donc on en a beaucoup. Il y en a encore quelques-unes à part. Régulièrement. Sérieusement. Mais c'est 1 à 2 pages, pas plus. C'est plutôt dans la logique de rendre service aux gens qui sont un peu coincés, on va dire. Et le dernier point concerne l'augmentation ou non de la valeur des bons de naissance, qui a été fixée au 1er janvier 2017 par le conseil municipal. Alors c'était 50 €. Est-ce que vous avez des remarques sur l'ensemble des tarifs? Ok. Donc dans ce cas-là, je vais procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors on va passer au deuxième point, qui est le point des redevances du domaine public. Je peux y aller, Pascal. Donc la deuxième délibération concerne donc la redevance d'occupation du domaine public, et là notamment pour Orange, c'est-à-dire que avec les différents bâtiments qu'ils implantent, bâtiments, ça marche pas. Alors, il y a eu quelques problèmes, mais là, a priori, c'est bien sorti. On n'a plus de... Alors, il n'y a pas de réseau. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc la semaine dernière, donc j'ai envoyé un courrier au directeur régional d'Orange pour nous plaindre effectivement du mauvais service d'Orange, que ce soit sur les connexions Internet ou que ce soit sur les appels, parce qu'effectivement c'est très pénible. Sachant que là ce week-end, a priori, j'ai trouvé que c'était amélioré, hein, mais là aujourd'hui c'était terrible. Aujourd'hui ça coupait, si je restais 2 minutes avec quelqu'un au téléphone, ça coupait et je me suis retrouvé plusieurs fois sans aucun réseau. Donc tu peux continuer sur Orange et dire un petit peu combien ils vont nous demander.
Alors, non, ils vont nous reverser. Oui, Ils vont nous reverser la somme de 396,65 € pour les différents matériels qui sont implantés sur la commune. Ça va des petites armoires. Ensuite, il y a un mode de calcul qui est un peu compliqué. Hein. Ça couvre par exemple les installations, donc une armoire, c'est par rapport à la surface qu'elle occupe au sol. Il y a les réseaux souterrains aussi, tout ce qui est fait en souterrain. Il y a aussi les réseaux aériens. Par exemple, sur la commune, c'est 3,479 km de réseaux aériens. Donc, en fonction des emprises au sol, des différents matériaux qui sont occupés, ils appliquent des barèmes de 20, 30 et 40 €. Et ça nous fait, avec les coefficients qui sont appliqués, la somme globale de 396,65 €. Donc, de toute façon, on n'a aucune prise sur les barèmes. C'est eux qui les calculent, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Décision modificative au BP 2020. Alors, dans le cadre des décisions modificatives au BP 2020, c'est-à-dire ce sont des achats dans le cadre de la section investissement qui ont été faits, donc qui modifient par la même le BP 2020. Donc différents aspects. Peut-être moi je compte complète au fur et à mesure. D'accord. Ouais. Donc oui, pour disons ajuster le budget primitif qui a été voté cette année, il y a quelques petites choses à changer, des dépenses qui n'étaient pas effectivement prévues, ou d'autres il faut adapter le montant. Donc pour ce faire, on va prendre de l'argent sur une opération qui par contre n'a pas coûté aussi cher que ce qui était prévu, c'est-à-dire l'opération de la rue d'Ardenne, l'enfouissement des réseaux, où là on va générer, on va dire une somme de 13 000 € qui va nous rester en fait, même un peu plus. Donc là on va prendre 13 000 € de ce qui était prévu sur cette opération-là pour les réattribuer sur les opérations qu'on voudrait financer. Il y a le premier point qui concerne les illuminations, donc c'est-à-dire l'achat de guirlandes de Noël, etc. Donc effectivement par rapport aux illuminations, donc vous avez pu voir qu'effectivement les illuminations ont été installées le 23 novembre. Donc on démarrait aussi l'éclairage cette semaine-là. Donc on s'est aperçu qu'on avait un souci parce qu'en fait au niveau des illuminations, donc sur les 24 guirlandes qui sont accrochées au candélabre, donc on en avait 4 qui fonctionnaient. On en avait 20 qui ne fonctionnaient plus. Voilà. Donc de ce fait-là, effectivement, il y avait deux choix. Soit on avait une avenue de Verdun qui était dans le noir, et donc ça c'était hors de question. Soit on regardait effectivement à pouvoir faire un investissement. Alors sachant qu'effectivement au niveau de l'investissement, vous vous rendez bien compte que changer 20 guirlandes comme elles étaient, financièrement ça aurait fait un coût énorme, hein, autour de plus de 15 000 €, donc c'était pas concevable. Donc voilà, donc après effectivement c'est fait que voilà, on s'est retrouvé avec 20 guirlandes qui n'étaient plus en état de fonctionner. Donc de ce fait-là, on a acheté deux paires de guirlandes accrochées au candélabre. Vous avez peut-être vu, c'est celle qui brille le plus, sortie et entrée de l'avenue Verdun. Et on les a achetées en reconditionné. Donc c'est-à-dire c'est des reconditionnés, c'est un peu du recyclage, mais en reconditionné. Donc ce qui fait que déjà que le coût est moins cher qu'une neuve. Et puis en plus c'est écologique parce qu'on reconditionne des guirlandes qui ont déjà existé. Et ensuite on est parti également sur les bois. Donc les bois, c'est ce que vous avez vu, les guirlandes qui sont accrochées le long des candélabres. Donc ça nous a fait donc un coût de 4 000 €. Voilà. Sachant qu'en plus les bois, je pense que ça rend très très bien. Et je remercie aussi l'équipe technique qui a installé l'ensemble des illuminations et également parce que c'est la première fois qu'ils faisaient des bois, et qui a très bien réussi l'installation des bois, ce qui n'était pas forcément évident. Ils ont fait un test, etc. Donc voilà, je pense que le résultat final est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on essaiera les années prochaines, c'est effectivement de pouvoir travailler sur l'entretien des guirlandes, d'une part, et puis ensuite étoffer aussi notre nombre de guirlandes, ce qu'on aurait voulu faire cette année, mais malheureusement, avec les guirlandes qui étaient pour 90% à chaise, on n'a pas pu le faire. D'étoffer encore, les illuminations dans le village. Voilà. Ensuite, donc, on a le poste broyeur-composteur.
Alors, broyeur composteur, donc là, depuis, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, donc on n'a plus le droit de brûler. Voilà. Alors, ce qui s'applique et ce qu'on demande aux habitants, ça s'applique aussi à la commune. Et donc, de ce fait-là, pour ne pas brûler, donc il faut être équipé d'un broyeur composteur, donc qui permet effectivement de pouvoir broyer donc, des branches jusqu'à un diamètre de 8 cm, pour permettre en plus, d'une part, pour ne pas brûler ce qui est interdit d'une part, et aussi le broyeur va nous permettre aussi de récupérer donc effectivement des écorces qui vont pouvoir ensuite être étalées dans les massifs, donc à hauteur de 2300 €. Alors, non, initialement, on avait Oui. prévu 2800 €. Je vais reprendre. Donc en fait, le broyeur est de 1300 €. Et en fait, on l'avait passé au budget, un broyeur à hauteur de 2800 €. Le premier budget qu'on avait fait, on avait un coût de 2800 €. Mais avec Dominique, on est allé à Rotel. Et donc on a regardé tous les broyeurs qu'ils avaient. Hein, et au final, on s'est aperçu que celui qui était à 1300 €, donc un broyeur thermique, et non pas un broyeur sur prise de force, hein, était plus adapté pour le travail que les ouvriers communaux allaient faire. Donc, ce qui fait qu'effectivement, sur ce poste-là, on a fait une économie notable entre le montant qu'on avait identifié au démarrage et le montant pour lequel on va acheter le broyeur. Voilà. Et donc, pour compléter ceci, donc on va récupérer 1500 €. Et donc, on a pour projet d'acquérir une balayeuse, en fait, pour Ouais, tout à fait. les caniveaux, etc. Donc, on va pouvoir attribuer une partie de cet argent, enfin, la totalité de cet argent en plus. Et donc, cette balayeuse coûterait 2800 €. Ouais, tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, au niveau de la balayeuse, donc on a également un souci au niveau des ouvriers communaux, c'est que maintenant, on n'a plus le droit effectivement d'utiliser de désherbant de façon drastique pour éliminer les mauvaises herbes. Donc ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il peut y avoir différentes solutions. Il peut y avoir la binette classique, mais la binette classique, c'est effectivement très long et très fastidieux. Et ce qui fait que quand vous avez commencé une rue, vous n'avez pas, surtout au printemps, vous n'avez pas terminé la rue qu'elle a déjà commencé à repousser de l'autre côté. Ensuite, par contre, il peut y avoir, après il y a différents systèmes, hein, il peut y avoir aussi comment brûler les mauvaises herbes, etc. Par contre, il y a des balayeuses qui maintenant sont fabriquées, donc on déterminera bien le type de balayeuse qu'on veut, mais qui permettent effectivement de nettoyer les fils d'eau et les caniveaux, et qui, en même temps, arrachent les mauvaises herbes. Donc ça permettrait effectivement de pouvoir, d'une part, faciliter le travail, et surtout que l'ensemble de la commune puisse être propre quasiment au même moment. Voilà. Ce qui est un petit peu le problème, que quand ils ont commencé à un endroit, on dit bah ouais, mais de l'autre côté, mais oui, ce qu'il y a, c'est qu'entre le moment où ils ont terminé et le moment où ils ont commencé, l'herbe ou les mauvaises herbes ont repoussé. Donc ce qui fait qu'effectivement, il y a une partie de ce qu'on n'a pas dépensé pour le broyeur composteur qui va permettre effectivement d'acheter donc une balayeuse. Le point suivant concerne un achat de défibrillateur qui est envisagé au niveau de la commune. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, le défibrillateur, donc il faut savoir qu'effectivement, depuis maintenant le 1er janvier 2020, donc il y a une obligation qui demande donc aux communes et notamment aux ERP d'avoir un défibrillateur. Donc l'idée effectivement, c'est de pouvoir avoir un défibrillateur au sein de la commune, donc ce qui est déjà une obligation légale depuis le 1er janvier 2020. Donc l'idée aussi au niveau du défibrillateur, c'est de pouvoir qu'il puisse être installé à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de l'installer à l'extérieur de la salle des fêtes pour qu'il soit dans un rayon de tous les, que ce soit de l'école, de la mairie, etc. Et qu'il soit aussi utilisable par tous. Je m'explique, c'est qu'effectivement, si quelqu'un effectivement a un souci, et il pourra venir, parce que si on le met dans la salle des fêtes, le problème c'est que c'est uniquement pour les gens qui sont dans la salle des fêtes, ou si la salle des fêtes est fermée, elle est fermée. Tandis que là, le défibrillateur à l'extérieur, ça permet effectivement de pouvoir s'en servir et de savoir à proximité qu'il y a un défibrillateur pour pouvoir permettre l'utilisation et pour pouvoir sauver une vie. Voilà. Donc là, il y a eu plusieurs devis qui ont été faits, et donc là, il y a un défibrillateur qui semblerait effectivement être intéressant. Donc après, il faut qu'on puisse mettre un câble qui
sorte, parce que le défibrillateur, bon, voilà, il n'a pas une autonomie nécessaire, et puis ensuite il faut aussi, comment dirais-je, qu'il lutte contre le gel. Voilà, qu'il soit alimenté et dans un boîtier anti-gel. Enfin, et donc la somme globale qui serait dégagée suite au mouvement de crédit qu'on ferait, ce serait 3100 €, qui s'articulerait en 2 postes. L'achat du défibrillateur lui-même avec le contrat de maintenance et tout ce qui va bien pour s'en servir. Donc ça serait à hauteur d'à peu près 2500 €. Et puis le raccordement de la ligne par l'artisan qualifié pour le faire, ça serait aux alentours de 600 €. Les défibrillateurs, donc, ils sont équipés de puces GPS, donc si quelqu'un l'embarque pour le piquer, bon voilà, il sait que le GPS va le tracer. Mais après, voilà, le défibrillateur, il a une vocation d'être un service apporté à la population en cas de détresse. Et donc de ce fait-là, voilà. Après, il peut y avoir toujours des personnes mal intentionnées mais sur le principe, c'est le principe du défibrillateur pour pouvoir aider toute personne en situation de détresse respiratoire. Le point suivant concerne aussi l'aménagement de la mairie, du pôle administratif, avec les menuiseries à l'étage. Tout à fait. Alors, au niveau de l'aménagement du pôle service, donc, nous avons rencontré plusieurs fois la direction de la Poste, donc, notamment avec Guillaume. Donc la Poste, donc là on vient juste d'avoir la confirmation, donc va nous financer donc à hauteur de 80%, parce que nous avions espéré 80%, donc la totalité des travaux dans le service administratif. Donc je rappelle ce qui est le maximum autorisé par la loi. Et donc dans ce cadre-là, on avait également donc on a fait un devis supplémentaire pour les 4 fenêtres à l'étage. Les 4 fenêtres du rez-de-chaussée vont être changées, etc. Et pour changer également les 4 fenêtres à l'étage. Et donc on va les rajouter parce que ces 4 fenêtres donc, vont être passées en commission au niveau de la Poste pour être également prises à hauteur de 80%. Donc c'est ce qui correspond à 4 000 €. Ensuite, on a deux petits investissements pour terminer. Il y a un qui concerne le bloc porte à la salle des fêtes. C'était une réparation qui devait être faite au passage de commission sécurité. Donc c'est pour 150 €. Et ensuite, des panneaux de signalisation qui étaient à changer car détériorés pour 250 €. Les panneaux de signalisation, c'est pour les signalisations handicapées. Il y a les deux. Il y a les deux. Ces 4-là, plus le panneau 30 qui a été couché, ouais. On rejoint l'investissement. Voilà, parce qu'en fait, on va ajouter des panneaux handicapés, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de panneaux handicapés au niveau notamment des places de parking handicapées. Ils sont inscrits au sol, donc ce qui peut poser problème parfois s'il n'y a pas de visibilité au sol. Donc ça va être installé aussi pour être conforme à la législation. Enfin, pour résumer, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des dépenses supplémentaires, c'est juste une réaffectation du budget pour être un peu plus précis, coller aux besoins tout à fait. plus actuels. Merci de cette précision, Pascal. Tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. PEC. Alors, donc au niveau du contrat PEC, alors nous étions dans la possibilité de pouvoir recruter une personne donc en PEC. Alors PEC, je rappelle, c'est parcours emploi compétences. C'est un contrat aidé qui est donc financé à hauteur de 50% par les services de la directe et les services de l'État. Donc à ce titre-là, effectivement, donc il y avait deux choses. Il y avait donc Madame Lecoq Corinne donc, qui était en CDD, donc le CDD se terminait donc là au mois de décembre. Et puis donc elle était donc à 9h plus 5 heures donc, qui avait été réaffectée en cette année 2020 du fait d'heures supplémentaires de ménage du fait de la situation Covid. Donc là le contrat s'est arrêté donc fin décembre. Et donc nous sommes partis effectivement sur le recrutement d'une personne PEC qui aura un contrat d'accompagnement de 20 heures. Donc Madame Florine Sarto, donc, qui est habitante de Mondrepuis et qui va être recrutée donc, à compter du 15 décembre
donc, pour intervenir au niveau du PEC. Donc, c'est-à-dire, elle va faire le travail, donc effectivement, d'accompagnement au niveau de la cantine. Ensuite, il y aura également quelques heures de ménage, mais on avait également une autre volonté, et c'est pour ça qu'il nous fallait des heures supplémentaires sans alourdir, vous comprenez bien, la masse salariale au niveau de la commune. Et donc, c'était pour aider et accompagner avec du temps supplémentaire au niveau du périscolaire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au niveau du périscolaire, actuellement, Bruna donc est toute seule au niveau du périscolaire. Donc après, on ne va pas combler la totalité du temps que Bruna a à l'heure d'aujourd'hui, mais par contre, on souhaiterait effectivement que le matin et puis le soir, il y a un temps de présence supplémentaire pour accompagner Bruna, pour qu'on soit effectivement en pleine sécurité. Donc, d'où l'utilité effectivement de Madame Sarto-Florine et du contrat PEC qui lui sera fait donc, pour 20 heures par semaine. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Liste de la commission électorale à former. Donc en fait, conformément à la loi, donc notamment pour les communes de plus de 1000 habitants, hein, il faut établir une liste électorale, comment dirais-je, pour pouvoir avoir une commission électorale. Donc à ce titre-là, effectivement, donc il y a une demande qui a été faite notamment à la liste de Mme Buinski pour avoir 2 personnes qui puissent représenter au niveau de la commission électorale. Donc la demande a été faite à M. Espire et puis donc à Mme Buinski, donc qui ont accepté de faire partie de cette commission. Et donc ensuite, effectivement, par rapport à cet aspect-là, on a effectivement trois personnes donc, ici à pouvoir mettre sur cette commission électorale. Alors simplement, les personnes qui peuvent être sur la commission électorale ne sont pas les maires adjoints ni les conseillers délégués. Voilà. Donc ensuite, on reprend sur la liste du tableau initial prévu. Donc là, par rapport à ça, moi j'ai des noms. Alors après, effectivement, si les personnes ne souhaitent pas y être, après, ça serait important quand même qu'il y ait des personnes qui souhaitent y être, parce que sinon ça va être compliqué. Mais donc par rapport à la commission liste électorale, en fait, en quelques mots, peut-être expliquer en quoi ça consiste. Alors, juste avant les scrutins, la commission électorale peut se réunir pour faire le point un peu sur les mouvements qui sont inscrits au niveau du registre unique électoral. Tout se fait par Internet maintenant, par l'INSEE qui gère ça, avec les nouvelles personnes qui sont inscrites, celles qui en font la demande suite à un déménagement, par exemple, qui souhaitent voter là dans leur lieu de résidence, aux jeunes inscrits qui acquièrent l'âge électoral, et puis la radiation aussi, malheureusement, des décès, tout ça se fait automatiquement. Mais bon, il faut quand même que la commission se réunisse pour entériner tous ces changements. Donc, quand il n'y a pas de scrutin, il y a une fois dans l'année, et puis après, quand il y a un scrutin, ça peut être plusieurs fois dans une même année. Plusieurs fois dans une même année. Voilà. Pardon, c'est pas dans l'ordre de présentation de la liste, c'est dans l'ordre après du résultat des élections, après l'élection du maire et des adjoints. Donc après, c'est en général les plus âgés, les plus jeunes. À part la personne qui ne souhaiterait pas y participer. Il faut accepter voilà. la mission. Donc alors, on aurait Camus Bruno, il y a Stéphane, et ensuite, donc il y a Lucie. mais attention, hein, parce qu'effectivement, si d'aventure vous dites, bah non, par rapport à mon emploi du temps, ça serait compliqué, dans ce cas-là, vous pouvez dire qu'effectivement, vous ne le prenez pas, et ensuite, on désigne une autre personne. Voilà. Ça, c'est possible. Joël. Merci, Joël. Merci beaucoup. Merci. 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 Donc, alors, voilà, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie à tous et à toutes. Donc, on va passer donc, au point suivant. Arrêté de délégation pour le régisseur. Alors ça, c'est pas vraiment une délibération, ce sont plutôt des arrêtés, c'est à titre d'information. C'est en fait le fait que Xavier arrête ses fonctions en tant que secrétaire de mairie. Comme je le remplace, je dois le remplacer au poste de régisseur.
Donc il y a 4 régies principales qu'on a évoquées tout à l'heure. Il faut simplement acter ces fêtes-là. Donc pour les photocopies, les salles des fêtes, la cantine à la garderie. Donc ce sont uniquement des arrêtés que M. le maire devra signer. Et moi également. Mais pas une délibération. Donc on passe donc au point suivant, au niveau de la subvention complémentaire. Donc, alors, au niveau de la subvention complémentaire, donc, ça correspond à la fête de fin août, hein, et notamment c'est par rapport à une subvention complémentaire qui va être versée donc, au foyer rural, et en fait ça correspond notamment au remboursement de 143 € au niveau des repas. Alors c'est-à-dire au niveau des repas, c'est traditionnellement il est fait que sur une petite partie de l'avenue Verdun au niveau de la Ducasse, il y a des repas qui sont offerts aux riverains pour la gêne occasionnée. Et donc après, pour les personnes qui ont utilisé le bon, ils vont notamment au foyer rural et ils ont un bon offert. Voilà. Donc ça correspond notamment à une subvention complémentaire à hauteur de 53 € et également pour les repas, pour le feu d'artifice et puis les musiciens. Voilà, c'est un remboursement. Et les boissons ont été offertes par le foyer rural. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Location du logement communal 6-16 avenue de Verdun. Donc, alors, la location du logement, c'est le plus petit logement, donc au niveau de la commune. Donc, nous aurions donc effectivement trouvé un locataire qui est intéressé par le logement, et donc de ce fait-là, effectivement, il faut passer effectivement en délibération. Je vais te laisser la parole. Alors, pour le moment, on a établi la délibération, simplement, on n'a pas encore tous ses papiers, parce que lui, il est intéressé par une location à partir du 1er février. D'accord. Sinon, il est partant pour reprendre le logement. D'accord. Pour une durée de 2 ans. Pour une durée de 2 ans. D'accord. D'accord. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Oui. Alors, on a et puis alors du jour, questions diverses, simplement que je voulais faire un petit point rapide. Donc simplement, je redis donc en quelques mots les différents projets. Donc au niveau notamment de la boulangerie commerce de proximité, simplement repréciser que nous allons passer à la deuxième phase, c'est-à-dire là la première phase donc qu'on avait voté donc en juillet dernier, c'était de pouvoir mandater un architecte pour travailler sur le budget prévisionnel du coût global du projet, et puis ensuite de pouvoir effectivement sortir les premières esquisses. Donc là, on vient d'avoir les éléments dernièrement par l'architecte. Donc il y a une commission qui se réunira donc le 15 décembre, la semaine prochaine, pour faire le point justement sur les éléments de l'architecte, et ensuite de pouvoir passer donc au point suivant, hein, qui est effectivement le dépôt du permis de construire, et ensuite l'ensemble des appels d'offres. Alors parallèlement à ça, au niveau des demandes de subventions, on a d'ores et déjà donc, un accord de principe au niveau du conseil régional pour 50% de la demande, et donc nous avons fait une première demande de dépôt au niveau du PETR, donc de tirage, pour aller chercher les 30% restants pour atteindre les 80%. Voilà. Donc ça, on avance par rapport à ces dossiers-là. Au niveau du City Stade, on est aussi très bien avancé. Donc la totalité des différents devis donc, ont été faits par Frédéric. On a déposé la demande de financement dans l'outil qui s'appelle l'outil GALIS du Conseil régional des Hauts-de-France. Et à ce titre-là, effectivement, on a aussi un accord de la région, un accord de principe de financement à hauteur de 50% de notre City Stade. Et donc là, nous sommes en train de travailler auprès de l'État pour avoir les 30% restantes pour atteindre les 80%. Donc somme maximale, je rappelle, que l'on peut avoir. Donc là également, on est très bien parti par rapport à cet aspect de subvention. Pour la Poste, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu l'accord définitif donc de la Poste sur la participation à hauteur de 80% pour le pôle service. Voilà pour des gros dossiers financiers. Oui, non, là l'enjeu c'était de valider le fait qu'on lance la deuxième phase.
pour la boulangerie. Il faut qu'on dépose. Alors, on va avoir la commission pour valider ou faire abonder de remarques le projet qui va être présenté, parce qu'il a fallu qu'on avance quand même assez vite pour pouvoir déposer les subventions, parce que notamment le PETR, il faut qu'on ait justifié toutes les dépenses en fin d'année. Et on a un permis de construire à déposer avec un délai d'instruction de au moins 3 mois. Donc on n'a plus de temps à perdre en fait, il faut qu'on puisse avancer sur ce défi. Voilà. Donc il faudrait entériner la deuxième phase. Et ensuite, un point suivant qui est notable, donc avec différentes négociations avec les services de l'État, nous allons avoir un crédit, donc la demande est en cours auprès de la sous-préfecture de Verzin pour une étude de projet. Alors, on est bien sur une étude de projet de diagnostic pour la filature de Mondrepuis. Donc là, un financement qui serait financé à hauteur de 100% par les services de l'État dans le cadre de différents financements. Voilà. Donc là aussi, un projet qui est en train d'avancer. Voilà. Avant de conclure, je voulais me retourner sur Xavier. Oui, c'est toi qu'on parle, Xavier. Donc, alors Xavier, effectivement, c'est ton dernier conseil municipal. Et je pense que au nom de l'ensemble du conseil municipal, de celui-ci comme de tous ceux que tu as pu connaître, et tu en as connu beaucoup, à Mondrepuis, je tiens à te remercier pour ces très longues années de service auprès de la commune de Mondrepuis, depuis 1977. Comme je te l'ai déjà dit, tu étais déjà là avant que je sois né. Et c'est vrai que... Comment ? Et même conçu. Et même conçu, oui. Et donc par rapport à ça, effectivement, je tenais à te remercier, et je pense l'ensemble des membres du conseil municipal, pour ta carrière, et puis pour le travail que tu as apporté donc, au service administratif et puis au service public de Mondrepuis, qui est un service important. Et je pense qu'effectivement, là on a pu voir aussi tout à l'heure avec je dirais, la passation que tu as pu faire avec Pascal, qui était je trouve vraiment en termes de passation, j'ai déjà vu par le passé des passations faites, et celle-ci elle est vraiment très très bien. Très très bien. Ça n'a pas été très difficile. Ouais, non mais je te remercie Xavier. Et puis ensuite à toi et puis à Nathalie, vu que vous partez le 18, comme Jean-Pierre Pernaut. Et Nathalie Marquet, voilà. À te souhaiter une très bonne retraite. Alors après, il y aura effectivement les cadeaux de départ, etc. Je pense des pots, mais là c'est vrai que pour les pots, on va être en retard de beaucoup de pots cette année. On le fera dans quelques mois, j'espère, dès que les conditions sanitaires le permettront, pour mettre à l'honneur effectivement vos retraites au sein de la commune, comme il se doit. Merci encore Xavier, et puis je pense que ça mérite comme des applaudissements. Voilà. Merci bien. Peut-être quelques mots. Non, j'ai été très agréablement surpris de travailler quelques mois avec vous. Surpris. Pardon ? Surpris. Agréable. Pourquoi surpris ? Tu t'y attendais pas. Je m'attends toujours à tout. Ça, c'est non. J'ai travaillé de la même façon avec tous les autres conseils municipaux, donc ça m'a fait partie à un certain moment. Donc non, j'ai toujours eu vraiment un grand plaisir à travailler avec l'ensemble des conseillers municipaux. Et j'ai toujours, disons, voulu exercer mon activité professionnelle toujours au service de la population. Ça a toujours été mon objectif. Et je suis toujours venu travailler avec plaisir à la mairie de Mondrepuis. Parce que j'avais des très bonnes relations, surtout des relations de confiance avec les élus. Voilà. En tous les cas, je remercie déjà vous tous et puis ceux qui vous ont précédé. Merci Xavier. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite à tous et tous une bonne soirée. Alors pour ceux que je ne reverrai pas cette année,
Je vous souhaite quand même, dans ces conditions qui sont effectivement inédites, de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, avec les conditions qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, mais quand même essayer de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis en ayant plein de vœux dans la tête pour 2021 et de sortir enfin de ce tunnel. Merci encore à tous et bonne soirée. Merci.